Alors bonjour, donc je m'appelle Jonathan, je suis front-end designer chez Jolly Code et aujourd'hui je vais vous parler de CSS et des préprocesseurs parce que CSS c'est vraiment trop bien. Alors je vais commencer par il était une fois CSS. Donc le CSS1 est apparu en 1996, donc ça commence à faire pas mal de temps. Et en fait, contrairement au langage programmatique, CSS a une particularité, c'est un langage descriptif. Donc en gros, on ne va pas pouvoir faire de logique conditionnelle, de boucle ou de fonction. Donc très rapidement, quand les projets commençaient à grossir, on était confronté à un problème de complexité, de répétition de style. Et très clairement, avec une feuille de style par projet, ça devenait extrêmement complexe. C'est pour ça que, 10 ans après, on aura quand même attendu 10 ans, les préprocesseurs ont débarqué. Donc je crois que le premier préprocesseur à apparaître, c'était SAS, suivi 2 ans après par LESS. Donc je vais faire rapidement un sondage. Qui utilise des préprocesseurs? Ah oui, quand même. OK. Alors, on va déjà définir ce qu'est un préprocesseur. Alors, un préprocesseur CSS, c'est un outil ou programme informatique qui permet de générer dynamiquement des fichiers CSS. Alors, l'objectif principal, ça va être d'améliorer l'écriture de ces fichiers en apportant plus de flexibilité aux développeurs. Donc, j'ai trouvé un petit sondage assez récent de mai 2018. Sans trop de surprise, on trouve SAS en première position, avec 65% d'utilisation. Donc, en un an, ils ont quasiment pris 2%. Suivi par PostCSS à 8%, Less et Stylus. Vous voyez par exemple la petite courbe pour Less, ils ont perdu 4% en un an. Donc si vous utilisez encore du Less, je vous conseille de switcher et de passer sur PostCSS ou SAS. C'est pas mal. Alors que vont nous apporter les préprocesseurs? Ils vont nous apporter deux types de fonctionnalités. La première, ça va concerner la fonctionnalité programmatique, un peu comme du JavaScript par exemple. On va pouvoir utiliser des variables, utiliser des opérateurs mathématiques, des opérateurs relationnels, des structures conditionnelles, des boucles et des fonctions. Alors oui, j'ai oublié de préciser, pour la suite, je vais volontairement utiliser SAS au vu des stats et pour plus de facilité, mais ça s'applique également aux autres préprocesseurs. Le deuxième type de fonctionnalité, ça concerne les fonctionnalités structurelles. Alors on a la plus connue, c'est l'imbrication de sélecteurs, le nesting, l'import de fichiers. Il ne faut pas confondre avec l'import natif CSS. Là, c'est de l'import de partial, de petits modules, de petits composants SCSS. On va également pouvoir réutiliser des styles via des mixins, de l'héritage via des extends et des placeholders. Alors, en fait, le problème avec ça, c'est depuis 10 ans, les projets grossissent et deviennent de plus en plus complexes, notamment avec l'arrivée du responsive. Et très souvent, dans mes projets, j'ai été confronté à pas mal d'écritures très complexes en utilisant pas mal de fonctions, de mixing un peu dans tous les sens. Et niveau lisibilité, j'étais vraiment confronté à des soucis et je ne savais absolument pas ce que faisait ce composant. Il y avait des mixins un peu partout, il y avait des includes de style que je ne voyais même pas. Et du coup, moi j'ai eu quelques problèmes avec ça. Alors j'ai décidé d'analyser deux grosses features que proposent les préprocesseurs. On va commencer par la plus connue, c'est l'imbrication de sélecteurs. Alors pour rappel, l'imbrication de sélecteurs, c'est une fonctionnalité qui permet d'imbriquer des sélecteurs CSS à l'intérieur d'autres sélecteurs CSS, tout simplement. Le principal objectif de ça, c'est de créer des raccourcis d'écriture. On voit bien le code, ça va? Ah non, presque. Alors tout en haut à droite, du coup, on a, donc là on a du nesting avec une navigation qui contient une liste de liens avec un état over et éventuellement une icône. On va voir ce que ça donne en version compilée, donc tout en bas à droite. Alors moi, quand je regarde ce code, j'ai tout de suite un petit problème. En fait, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, quand j'ai commencé à faire du nesting en SAS, j'ai eu envie de reproduire le DOM. Pourquoi? Parce que les tags, ça me faisait penser un petit peu à mes accolades que j'ouvrais avec mes sélecteurs. Et en fait, c'est un gros problème. C'est clairement un manque de flexibilité. Si demain, je veux changer ma balise nav par une div, par exemple pour rôle navigation, je suis obligé de repasser dans le SCSS, ce qui peut poser problème. Le deuxième problème, donc là j'ai rajouté juste deux couleurs en plus et j'ai scrollé un petit peu. Et en fait, moi je suis incapable de savoir comme ça la couleur 000FF, dans quel sélecteur elle est appelée en fait. Et le fait d'imbriquer énormément de sélecteurs sur des fichiers de 100, 150 lignes,
on va perdre vraiment en lisibilité et concrètement, on va plus savoir à quoi correspond tel ou tel style. Et le troisième problème pour moi, qui est le plus important, ça concerne la spécificité des sélecteurs. Alors je ne vais pas rentrer en détail sur ce qu'est la spécificité des sélecteurs, mais en gros, plus la spécificité est basse, mieux c'est. Donc là, dans l'exemple, si on regarde la dernière ligne avec le navuel li a dièse icône, on a une spécificité de 104. Ça veut dire que si je veux mettre à jour la propriété opacity 0,75, je vais être obligé au minimum d'utiliser 4 sélecteurs d'attributs et un ID, ce qui est déjà hyper contraignant. Et là, on a vu que c'est un exemple avec juste 4 niveaux de nesting. Alors imaginez sur des gros projets, très souvent, on va terminer avec des importantes parce que c'est... voilà, malheureusement, ça se termine très souvent comme ça. Et on sait très bien que l'importante, c'est plutôt le mal. Sauf pour les classes utilitaires. Mais bon. Alors là, c'est un vrai projet. Donc là, ça commence à piquer un petit peu. Là, vous voyez, on est à la ligne 10 et on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux d'imbrication, ce qui est énorme. Donc vous imaginez le fichier compilé à quoi il va ressembler? Eh bien, en fait, ça va ressembler à ça. Et là, on est déjà à 12 116 lignes. C'est pas la fin du projet, il y a encore plein de code après. Hein. Donc on a des trucs vachement marrants comme du importante, voilà, font de famille importante. Donc là, clairement, sur ce genre de projet, bah moi j'ai envie de faire importante sur chaque propriété CSS. Bon, j'espère que mon patron ne m'écoute pas. Alors, en gros, mon conseil, ça va être de rester simple. Je vous conseille vraiment de vous limiter à un niveau. En gros, pseudo-classe, pseudo-élément. Ça marche super bien. La spécificité reste très basse, vous voyez sur le code généré, et c'est plutôt lisible dans le code SCSS. Ensuite, je voulais parler de la directive Extend. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être, peut-être pas, ouais. Alors, en gros, c'est une fonctionnalité qui va permettre à un sélecteur d'hériter des styles CSS d'un autre sélecteur. Alors, sur le papier, ça a l'air chouette parce qu'en fait, ça va nous éviter de répéter des propriétés CSS. Sur le papier, ça a l'air chouette. En fait, dans la vraie vie, ça va donner ça. Ah, c'est ballon, on va pas au-dessus. Bon. En gros, j'ai un overlay avec un fond noir, une modale avec un fond blanc, et j'ai un modificateur de cette modale qui étend les propriétés CSS de mon overlay, à savoir le background 000. En compilation, ça va nous donner ça. Alors là, j'ai un gros souci. En gros, la directive Extend a une particularité, c'est que le sélecteur étendant, c'est-à-dire modal-dark, est inséré partout où le sélecteur étendu apparaît, c'est-à-dire l'overlay. Donc en gros, bah, notre modal dark va être déplacé tout en haut, là où il a étendu le style. Donc bah, pour la cascade, c'est super embêtant, parce que là, du coup, bah, le code ne marche plus. En gros, moi, je voulais juste faire un modificateur de ma modale pour que cette modale ait un fond noir. Et en fait, vu que le sélecteur est déplacé au-dessus de la modale, bah, la propriété est écrasée par modale avec un fond blanc. Donc c'est raté. Deuxième souci, les extends, ça n'accepte pas d'arguments, contrairement à des mixins. Bah, c'est quand même sympa parfois de pouvoir utiliser des arguments pour mettre à jour des propriétés, par exemple. Et enfin, dernier problème, qui est plutôt très embêtant, c'est qu'Extend ne peut pas être utilisé dans une media query. Tout simplement, bah, on va avoir une erreur en fait. Donc on ne peut pas étendre une propriété dans une media query. Donc mon conseil, et là pour le coup il est plutôt simple, arrêtez d'utiliser Extend. Franchement, utilisez des mixins, ça fait exactement la même chose, mais en mieux. Plus de flexibilité, sans tous les effets négatifs, et ça ne va pas déplacer des sélecteurs, ça va pas, enfin, on va avoir un contrôle total sur le CSS généré. Donc là où je voulais en venir, c'est qu'au final, bah là, sur deux grosses fonctionnalités, on voit qu'il y a vraiment des dérives et des problèmes lors de la compilation. Ça, finalement, si on utilise mal l'outil, on se rend compte que le CSS généré va être plutôt sale et très complexe et immaintenable. Donc, pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous avez constaté, mais les standards CSS évoluent de manière super rapide, comme on a vu tout à l'heure avec la conférence de Jonathan. Et du coup, durant les 2 dernières années, clairement, je découvre une nouvelle propriété quasiment tous les mois, que je ne connaissais absolument pas. Donc j'avais envie de comparer un petit peu et de me dire, tiens, ça commence à stagner, par contre, les standards CSS m'apportent énormément de choses. Donc le but, en fait, là j'ai sélectionné 3 grosses fonctionnalités en CSS natif exploitable maintenant. Et je vais les comparer un petit peu avec ce que SAS peut nous proposer. Et on va voir qui gagne. Alors je vais commencer avec la fonction calc. Alors la fonction calc,
elle est trop bien. Ça existe depuis super longtemps. C'est une fonction qui permet de réaliser des calculs pour déterminer la valeur d'une propriété CSS. La particularité de la fonction calc, c'est qu'il est possible de réaliser des calculs sur des unités différentes. Peut-être que ça, c'est le faire, ou pas. Donc on va comparer ça logiquement avec les opérations mathématiques offertes par les préprocesseurs. Donc exemple super simple, en haut à gauche, on a une colonne avec une largeur de 100% divisée par 7, donc 1/7 de la largeur totale de la grille, par exemple. La version CSS natif, même chose, on va juste rajouter une fonction calc. Alors déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est que là, on parle de CSS natif et on parle de fonction. Donc c'est plutôt paradoxal, mais ça montre bien que les standards évoluent un petit peu pour dynamiser le langage CSS qui ne l'était pas à l'origine. Lors de la compilation, pour la version SCSS, on va obtenir la valeur de l'opération, c'est-à-dire 14, 28 et quelques. Alors moi déjà, niveau lisibilité, je me dis, bah, je préfère la version de droite en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, je garde le contexte de l'opération. Visuellement, je sais que ma colonne à droite, là, elle représente 1/7 de mon conteneur. Tandis qu'à gauche, j'ai la version brute compilée. Et là, je n'ai plus de contexte sur cette opération. Donc j'aime bien prendre l'image un petit peu du PSD, du JPEG. En gros, à droite, on aurait un peu le PSD. À gauche, on a le JPEG compressé. Niveau rendu, c'est à peu près pareil. Par contre, on ne peut pas l'exploiter. Ensuite, sur des unités complexes, alors on va faire une opération justement en mélangeant des unités. Donc là, on a une modale, position absolue, avec une largeur de 640. On veut la centrer. Donc la technique simple, c'est de faire 50% moins la moitié de la largeur de la modale. Et on va faire la même chose en CSS natif avec la fonction calc, et on va voir ce que ça donne. En fait, en SAS, avec un préprocesseur, on ne peut pas mélanger d'unités. C'est plutôt logique, en fait, comme en JS, comme dans n'importe quel langage. La fonction calc, permet de le faire, justement. Et ça, c'est top, parce qu'en fait, ça peut être super utile. Par exemple, pour aligner des images dans des fonds, enfin des background images, etc., pour aligner des icônes tout en bas à droite, bah, sans utiliser la fonction calc, on ne peut pas le faire. Donc là, pour résumer, sur les unités identiques, les opérateurs mathématiques et la fonction calc l'emportent. Pour des unités différentes, fonction calc l'emporte. Pour la lisibilité et la sauvegarde des opérandes, la fonction calc l'emporte. Donc je pense que là, on peut dire que CSS a marqué un point. Alors pour la compatibilité des navigateurs, c'est top. Ça marche partout, ça existe depuis 5-6 ans, je pense, même peut-être plus. Utilisez-la, c'est vraiment génial. Ensuite, une super feature, alors j'en profite. On parle beaucoup de grid layout en ce moment, et plein de trucs vachement fun en CSS. Mais les custom properties, c'est une grosse révolution. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, une propriété CSS préfixée par 2 tirets, c'est une propriété personnalisée qui va pouvoir contenir une valeur. Pour accéder à cette valeur, on va utiliser la fonction var. Attention, on parle encore de fonction, décidément. Les particularités des propriétés personnalisées, c'est qu'elles bénéficient de la cascade, un peu comme n'importe quelle autre propriété CSS. Et c'est là où la magie va s'opérer. Et deuxième grosse feature, c'est que les valeurs des propriétés personnalisées peuvent être manipulées en JS. Ça, c'est top. On peut faire des diètes, des sets, on peut mettre à jour des propriétés CSS. Ça, c'est génial pour l'interaction JS-CSS. Donc, on va comparer ça logiquement avec les variables des préprocesseurs. Alors, j'ai essayé de faire au plus simple. En haut à gauche, donc, on a la version SCSS. Donc là, on a une classe clock qui va avoir une transformation avec une rotation et une échelle. Par défaut, c'est 0 degré et 1 pour l'échelle. On a fait un modificateur clock Big Ben où on met à jour la variable scale. Avec un préprocesseur, on est obligé de répéter la propriété transform pour que la variable soit mise à jour dans la propriété transform. On fait un deuxième modificateur tTime avec un angle de 120 degrés. Idem, on répète la propriété transform. Avant même de voir la version CSS, quand je vois le code à gauche, je me dis, j'ai répété 3 fois la propriété transform juste pour mettre à jour les valeurs des valeurs de variables. Donc déjà, je trouve ça un peu moyen niveau optimisation. En CSS natif, donc avec les custom properties, le début reste à peu près le même. Donc je déclare mes 2 propriétés personnalisées angle et scale. Je mets à jour ma propriété transform avec ces 2 valeurs de variables. Et là, la différence se trouve ici, c'est que en fait, je vais déclarer mon modificateur clock Big Ben. Et là, cette fois-ci, je ne suis pas obligé de répéter la propriété transform. Je mets juste à jour la valeur de la propriété personnalisée scale. Et grâce à la cascade et à la portée des variables, et ben en fait, ma propriété transform
va récupérer cette nouvelle valeur de propriété personnalisée. Idem pour la version T-Time, où je mets juste à jour l'angle à 120 degrés. Et là, pareil, je ne suis pas obligé de répéter la propriété transform. Donc là, alors là, on a la version compilée. Et du coup, je vais vous poser une question, il faut que je me dépêche. En fait, que se passe-t-il si je veux à la fois utiliser clock Big Ben et clock T-Time? Et ben en SAS, je vais avoir un problème parce qu'en fait, T-Time va écraser ma propriété clock Big Ben. Donc je vais être obligé de faire ça en SAS. Je vais être obligé de dupliquer mes deux sélecteurs. Ce qui est moche, parce que du coup, ça augmente la spécificité, etc. Donc la version CSS est beaucoup plus propre. Et le truc qui est vachement bien, c'est qu'on peut associer la fonction calque avec les propriétés personnalisées. Donc je me dépêche. Là, on a une grille très simple avec une gouttière de 12 colonnes. Donc je fais des margines, je récupère la valeur des gouttières et des colonnes. Et mes colonnes récupèrent la valeur des propriétés colonnes et gouttières pour créer le pourcentage qui correspond aux colonnes et aux gouttières. Si demain je veux une grille avec une gouttière plus large, ben en fait j'ai juste besoin de faire ça. Si je veux une grille sur 2 colonnes, ben j'ai juste besoin de mettre colonne à 2. Voilà, c'est tout. Si vous regardez Bootstrap par exemple, ben en fait on est obligé de faire 150 lignes pour mettre à jour en fonction des gouttières et des colonnes. Donc c'est là en gros en 4 lignes ça marche quoi. Franchement, c'est génial. Les custom properties, c'est vraiment excellent. Bon, donc là, bon, en gros, il y a une partout. Hein, je ne vais pas rentrer en détail. Donc, cascade, manipulation JS, spécificité. Pour la compatibilité, donc Jonathan l'a dit tout à l'heure, ça marche partout, sauf IE. Si vous ne supportez pas IE, foncez sur les custom properties. Si vous supportez IE, faites du SAS. Alors, je termine rapidement avec Match. Alors, merci, pareil, Jonathan, de ne pas avoir spoilé. Ça fait partie des sélecteurs CSS4 de niveau 4. Donc ça s'appelle Matchy, c'est une pseudo-classe fonctionnelle qui permet de simplifier l'écriture de sélecteurs complexes en les regroupant. On va comparer ça avec le nesting, parce que c'est marrant. Alors, on a dit tout à l'heure que le nesting, c'était pas top. Ok, on m'a dit de ralentir, donc c'est cool. On m'a dit tout à l'heure que le nesting, c'était pas top. Et du coup, on va pas vraiment comparer le nesting, on va plutôt comparer la combinaison de sélecteurs. Donc là, on a un lien. Donc, au lieu d'écrire link .over, link .active, avec du nesting, on peut faire ça en SAS. On met juste un sélecteur de référence, on a over active avec la couleur. Et bien en fait, en CSS natif, on peut le faire aussi, avec justement matches, qui permet de le faire. Donc on va juste mettre un over et un active qui sera associé à ce link. Donc ça marche très bien. La version compilée, du coup, le poids du CSS est plus léger à droite par rapport à la gauche, parce qu'il ne faut pas oublier que le CSS, on va le compiler. Donc là, du coup, on aura link over, link active. Sur un exemple un peu plus avec 2 niveaux de nesting, donc là, même principe, on va utiliser match et on peut imbriquer aussi, enfin, on peut faire plusieurs matchs à la suite. Et là, on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus léger, parce qu'à gauche, on va être obligé de générer un article H1, article H2, article H3, etc. jusqu'à aside H6. À gauche, ça reste plutôt propre. Donc, si vous voulez utiliser le sélecteur de référence, utilisez SAS, parce que ça n'existe pas pour l'instant en CSS natif. Pour la combinaison des sélecteurs, donc la simplification des sélecteurs, les deux marchent bien. Les matches marchent et nesting marche également. Pour la lisibilité, moi personnellement, je préfère matches au lieu de faire plein d'accolades. Comme on l'a vu tout à l'heure, les accolades, ça peut poser problème pour la lisibilité sur un gros fichier. Donc là, matches marche plutôt bien. Et pour le poids du CSS généré, moi, je trouve que, enfin, c'est pas je trouve, c'est du coup Matches est plus léger par rapport au nesting qui va générer 50 classes, 50 sélecteurs. Donc là, c'est plutôt subjectif. Pour moi, la pseudo-classe Matches va l'emporter. Alors pour la compatibilité, ça marche plutôt pas mal. Il faut juste rajouter des préfixes. Et alors, l'utiliser en prod actuellement, c'est un peu touchy. Moi, je vous conseille, honnêtement, je pense que dans 6 mois, 1 an, on pourra utiliser ce genre de feature assez facilement. Pour finir, on a vu en fait, donc là j'ai voulu comparer 3 grosses features en CSS natif et voir un petit peu l'équivalent en SAS. Et pour l'anecdote, quand j'ai préparé la conf, j'ai cherché du coup ce que je pouvais comparer parce que j'ai pas une science infuse non plus. Et en fait, j'ai découvert plein de choses en mode état de brouillon.
Donc, par exemple, des mixins. On peut faire des mixins avec des custom properties, par exemple. On peut faire, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? On peut faire du nesting, mais vraiment qui se rapproche du SAS. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais en tout cas, il y a un état de brouillon avec ce genre de feature. Donc là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on a vu tout au début, SAS nous offre des fonctionnalités structurelles et des fonctionnalités programmatiques. Moi, mon opinion, c'est que pour les fonctionnalités structurelles, CSS va prendre le dessus par rapport au préprocesseur. Pourquoi? Parce que CSS est plus performant, on va pouvoir produire du code plus propre et qui sera facilement maintenable. Pour tout le reste, vous allez me dire, pardon, pour les fonctions, si je veux créer des, je sais pas, des boucles, vraiment de l'algorithmie, bah, du coup, ça, c'est là pour. Donc, pour la fonctionnalité programmatique, utilisez les préprocesseurs. On n'est pas obligé de choisir soit l'un, soit l'autre. Les deux marchent très bien ensemble. Donc, pour conclure, j'ai sélectionné 8 pro tips qui résument un petit peu tout ça. Alors, si vous devez en retenir un seul, c'est le premier. Avant tout, avant de penser à SAS, avant de penser à quelle fonction je vais faire, pensez à la méthodologie de votre projet. Alors, je parle pour le coup du CSS. Il y a plein de choses qui existent. On peut faire du BEM, on peut faire de l'IT-CSS, on peut faire du CSS orienté objet. Franchement, amusez-vous, il y a vraiment plein de façons de produire du code propre et maintenable. Deuxième point, n'abusez pas du nesting. Ça peut vraiment être un enfer. Je connais plein de personnes qui adorent ça, mais je vous assure que c'est une très mauvaise pratique. Mais vraiment, moi je vous conseille, limitez-vous à un niveau, pseudo-classe, pseudo-élément, éventuellement modificateur. Mais du coup, si vous faites du BEM, bah en fait, le nesting, ça ne sert plus à rien. Donc, on n'a pas besoin d'en faire. Ensuite, pour la pseudo-classe matches, bah, je pense que voilà, dans 6 mois, 1 an, on pourra l'utiliser pour simplifier de l'écriture de sélecteurs qui se répètent. C'est vraiment un petit plus qui pourrait être sympa pour simuler un petit peu du nesting venant des préprocesseurs. Pour la directive Extend en SAS, arrêtez de l'utiliser, vraiment, c'est un conseil. Vous pouvez regarder sur le net, il y a plein de blogs, plein de posts qui vont vous dire d'arrêter d'utiliser Extend parce que ça va vraiment provoquer pas mal de bugs, dans la cascade notamment. Donc, utilisez des mixins, ça fait la même chose en bien mieux. Et vous pouvez utiliser des arguments, vraiment. La fonction calc, elle est top. Elle n'est pas super utilisée, mais pourtant, on peut faire plein de choses avec. Pour mélanger des unités, j'ai eu plein de problèmes. À un moment, je me dis, ah, si j'utilisais calc, peut-être que ça va résoudre mon problème. Et pour terminer sur les variables, actuellement, on est en phase un peu. On a des variables venant des préprocesseurs, notamment si vous utilisez des frameworks de type Bootstrap. Et les custom properties sont apparus, du coup, on a envie de les utiliser. Donc, on est un peu dans un entre-deux où on va utiliser à la fois des variables venant des préprocesseurs et des custom properties. Mon conseil, si la variable est statique, si elle évolue pas dans le temps, comme une couleur, notamment une couleur, utilisez le préprocesseur, c'est fait pour ça. Si la variable est dynamique, pour des composants en interne, par exemple en responsive, des marges qui se réduisent, utilisez des custom properties. Parfait. Et pour terminer, si vous voulez faire de la programmation, il n'y a pas que JavaScript, vous pouvez en faire en SAS aussi, et ça c'est cool. Et je vous remercie. Et du coup, vous pouvez voir mes slides à cette adresse-là. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Bonjour, ouais, j'avais une question parce que vous avez parlé de matches et de ses avantages et pour vous c'était surtout une raison syntaxique, mais il y a aussi un gros avantage sur la spécificité du sélecteur parce que tout ce qui est dans matches ne compte pas dans le poids du sélecteur. Donc au niveau de la surcharge, ça change beaucoup de choses en fait. Alors merci pour cette question. En fait, je crois qu'il y a des specs, les specs ont changé récemment. Et à l'époque, je crois que les sélecteurs qui étaient dans la balise, dans le sélecteur matches, avaient leur spécificité en fait. Donc pour la spécificité, je suis pas vraiment sûr. Je crois que ça a changé vraiment récemment. Et du coup, si on met un dièse par exemple dans matches, je pense que ça va compter comme un dièse. Et du coup, l'avantage de la spécificité pour matches, je suis pas sûr. Il faudrait vraiment que je me renseigne davantage sur ça. Mais c'est une bonne question. Faut que je...
Oui, bien sûr, ouais. Merci pour ce que tu avais dit. J'avais une question par rapport à SaaS. Les évolutions futures, est-ce qu'ils ont parlé sur la prise en compte des matches pour Alors, justement, lorsqu'on a plusieurs niveaux, est-ce qu'ils communiquent là-dessus? Tu as une idée? bah, en fait, pour ça, enfin, en gros, moi, je penserais plutôt à post-CSS du coup. Enfin, si on veut émuler un petit peu ces propriétés-là. Ouais, pour ça, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est clairement, depuis 4 ans, par exemple, SaaS n'a aucune évolution. Enfin, la dernière grosse feature de SaaS, je crois que ce sont les maps pour faire des for each. Mais ça fait 4 ans, quoi. Donc ça stagne vachement. Après, donc, pour Matches, bah, on peut le faire en CSS native. Donc après, SaaS va rien apporter de plus. Par contre, post-CSS, il y a éventuellement des possibilités justement d'utiliser cette syntaxe-là. Mais post-CSS, après, c'est un autre débat aussi. Mais, D'autres questions? Salut. Bonjour. Vu l'évolution du CSS natif dans 4-5 ans, la réponse à la question du match, ce sera la même chose ou pas? Bah, je pense, enfin, pour les préprocesseurs, en tout cas, pour moi, ils vont exister encore très longtemps. Je pense que dans 5 ans, on utilisera encore des préprocesseurs parce que CSS, c'est vraiment avant tout un langage descriptif. Même si on commence à dynamiser le langage, euh, on pourra jamais faire de boucle, par exemple, avec CSS. C'est impossible, c'est pas fait pour. Donc, on utilisera toujours un outil qui va nous permettre de le faire, parce qu'on a besoin de le faire en production, parce qu'il y a vraiment des fois, on a des contraintes d'automatisation que CSS ne pourra jamais résoudre. Donc pour moi, oui, on pourra toujours parler de match dans 4-5 ans, mais ce ne sera pas vraiment un match. Pour moi, on vivra avec les deux en parallèle, en fait. Donc c'est vraiment pour la partie structurelle, par contre, là, je pense que CSS va prendre le pas largement sur les préprocesseurs, mais pas pour la partie programmation. Je suis partisan du CSS natif, mais donc pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est quand même beaucoup les préprocesseurs qui ont fait aussi, qui ont amené tout ça dans CSS. Cette évolution-là est due aux préprocesseurs. Donc faire un match, peut-être que c'est les préprocesseurs qui implémentent les nouveautés, qui font la nouveauté qui derrière est intégrée dans le CSS. Et puis du coup, c'est cool parce que tout le monde est gagnant quoi, pour équilibrer un petit peu. Ouais, Même je si suis je suis un d'accord. puriste. Après, c'est un peu l'œuf et la poule, du coup, on ne sait pas. Mais si, on sait. Dernière question? Ouais, j'ai un peu de mal en fait avec vraiment la notion de match en fait, parce que quand on fait du SaaS, on fait du CSS, et les deux technos, même si CSS évolue pas effectivement depuis quelques années, mais rien ne dit qu'il n'y aura pas une nouvelle feature qui va arriver bientôt. Et du coup, on utilisera toujours le meilleur outil au meilleur moment en fait. Autant utiliser les deux finalement pour ce qu'ils sont. Oui, bah justement, oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Par contre, enfin moi, ce que je voulais comparer, en fait, c'était vraiment le côté, par exemple, clairement, les variables des préprocesseurs et les custom properties. Je pense qu'il n'y a vraiment pas photo. Enfin, les custom properties vont apporter tellement plus de choses. Enfin, c'est vraiment une super feature qui va, en gros, on va repenser l'architecture de notre CSS parce qu'on va avoir d'autres problématiques de cascade. Clairement, avec les custom properties, on n'a quasiment plus besoin de faire de l'imbrication de sélecteurs. Ça ne sert plus à rien. Donc oui, comme je disais, enfin, pour la programmation, pour moi, il n'y a pas de match. Pour l'aspect structurel, oui, on peut confronter un petit peu les deux pour voir quel est l'avantage de bosser avec l'un ou l'autre. Mais après, oui, quand je dis, enfin, le match, là, c'était pas en mode, c'était pas de la compète, c'était juste vraiment pour voir ce que pouvait nous apporter CSS par rapport au préprocesseur sur certaines features type. Merci Jonathan. Merci beaucoup. Ah, c'est bon, laisse-le, c'est bon.